Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte. Et au programme aujourd'hui, direction le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Sur place, des centaines de machines volantes ainsi qu'une exposition Lego qui retrace l'histoire de la conquête aéronautique et spatiale. Mes invités nous disent tout dans un instant. Ne ratez pas non plus le coup de cœur d'Enlargeur Paris qui nous donnera plein de bons plans culture grâce au Pass Navigo. Et puis on parlera de musique avec la Philharmonie et son exposition passionnante sur le hip-hop. Le musée de la musique fête cette année ses 25 ans. Je recevrai en plateau le directeur adjoint du musée. C'est parti pour Île-de-France Découverte. On va donc parler du plus important musée aéronautique de France, le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Il est aussi le plus ancien et l'un des plus grands au monde. Pour nous le présenter, Alice Charbonnier et Éric Jousse. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Alice, Bonjour. Vous êtes la directrice du développement des publics et marketing du musée. Alors dites-nous tout sur ce musée situé à 10 km de Paris que l'on ne connaît pas si bien finalement. Effectivement, le musée de l'air et de l'espace est situé au Bourget, donc à 10 minutes de Paris par la porte de la Chapelle, autoroute A1. C'est l'un des plus anciens musées dédiés aux collections des trois domaines de la conquête, la troisième dimension, donc l'aérostation, l'aviation et l'espace. C'est un musée qui se déploie sur 13 hectares. C'est un musée de site également, puisque c'est de là qu'ont eu lieu les premiers envols et sont arrivés les premiers avions. Lindbergh en 1927, c'est au Bourget qu'il atterrit après avoir fait sa traversée de l'Atlantique en solitaire. C'est un musée qui jouxte en fait l'aéroport commercial, l'aéroport d'affaires du Bourget, premier aéroport européen. Et puis il est extrêmement riche, à la fois en intérieur, en extérieur, 11 halls d'exposition, plusieurs avions visitables, 2 Concorde, un Boeing 747, un Dakota, des animations, un planétarium, une tour de contrôle en activité, voilà, une grande richesse. Et justement, donc sur cette tour de contrôle, elle fait partie des activités permanentes qu'on peut faire. C'est d'ailleurs l'une des seules au monde ouvertes tout le temps à la visite. Quelles sont les autres choses qu'on peut découvrir et faire sur place? Alors, ce qu'on peut découvrir et faire sur place, donc la tour de contrôle bien sûr, Planète Pilote qui est un espace ludo-éducatif dédié aux 6-12 ans, un planétarium qui permet de comprendre l'espace, les planètes, les constellations, et puis une programmation événementielle très riche, très cadencée, qui s'est inscrite cette année dans une dynamique spatiale avec le robot Persévérance qui est arrivé en février sur Mars, Thomas Pesquet avec la mission Alpha, et une programmation événementielle très cadencée dans laquelle s'inscrit l'exposition Lego notamment. Et donc justement, le musée accueille aussi des expositions temporaires. C'est le cas en ce moment et jusqu'au 29 mai avec l'exposition Lego vers la Lune et l'au-delà. Éric, vous avez développé ce projet. Qu'est-ce qu'on y découvre ? Alors écoutez, l'idée c'est de pouvoir faire une rétrospective de l'aérospatiale et de l'aéronautique avec des briques Lego. Donc on a toute une collection de boîtes et de sets qui retracent un petit peu cet historique-là. Et là on peut y découvrir en fin de compte de la jeunesse, donc de Jules Verne avec son roman De la Terre à la Lune, en passant par Méliès et puis ensuite jusqu'à SpaceX avec Elon Musk pour expliquer un petit peu toutes les phases de cette conquête spatiale. Alors il n'y a pas tout, il y a certains éléments et c'est une exposition qui permet de s'enrichir au quotidien avec de nouvelles œuvres qu'on va construire au gré des productions qu'on va mettre en place. L'exposition a nécessité 1200 heures de travail et 180 000 briques Lego. Vous avez dû vous amuser en installant tout ça? Je crois que c'est même pas 180 000 briques. Je crois qu'on peut rajouter même un zéro. On dépasse le million de briques. Ah oui. Voilà. Ah ouais. Donc du coup, autant vous dire un grand enfant, donc. Voilà. Donc du coup, on dépasse ce quota de briques. Alors on a rajouté une brique à l'édifice par rapport à ce musée qui est juste extraordinaire. Et en faisant effectivement cette exposition qui touche principalement certes les enfants, mais qui a aussi une vocation à vulgariser un discours qui est des fois un petit peu ardu à comprendre, parce que c'est quand même la science, l'astronomie, et puis tout ce qui tourne autour est un petit peu compliqué. Et donc du coup, ça nous apporte une autre vision des choses. Et sur place, il y a également des ateliers Lego pour les petits ou bien pour les plus grands. J'ai d'ailleurs appris un terme en préparant cette émission, AFOL, pour adultes fans of Lego. Et il y en a beaucoup. Pourquoi on aime autant les Lego? Pourquoi cet engouement qui est connu dans le monde entier et qui passe vraiment de génération en génération? Alors moi, je vais parler de ma propre expérience, puisque j'ai découvert ma première boîte Lego sous mon sapin de Noël quand j'avais 6 ans. Ça m'a pas forcément quitté. Et je me suis rendu compte que la brique avait vraiment un autre pouvoir que celui d'être un jouet initialement, mais qui peut être aussi un moyen d'expression artistique contemporain. Parce que vous avez beaucoup d'utilisateurs. C'est un moyen d'expression qui permet de créer, d'imaginer, de s'inventer des mondes. Et c'est vrai qu'aussi que c'est très important. Ça peut nous permettre aussi de reconstruire le passé.
le présent, le futur, et de peut-être redonner vie à des objets, des personnages, des bâtiments qui n'existent plus. Preuve de cet amour pour les Lego, chaque seconde, 983 briques sont achetées sur la planète et 31 milliards de Lego sont vendus chaque année. Pour terminer, Alice, est-ce que les métiers de l'air et de l'espace attirent les jeunes, notamment les franciliens? On a beaucoup parlé de ces thématiques dernièrement grâce aux aventures de Thomas Pesquet. Est-ce que ça suffit? Alors c'est difficile à quantifier en tant que tel et le musée se positionne pas forcément sur ces données chiffrées, mais le musée est acteur en fait de cette dynamique, notamment avec le salon des formations et des métiers de l'aérien que l'on co-organise avec le magazine Aviation et Pilote et qui aura lieu les 4, 5 et 6 février au musée. L'entrée au salon est gratuite et comprend l'entrée au musée. C'est une manière de venir à la rencontre des acteurs du monde de l'aéronautique. C'est un salon professionnel dédié à la formation et à la reconversion. Donc une belle occasion aussi de découvrir le musée à cette occasion-là. C'est bien noté. Merci beaucoup Alice. Merci Eric d'être venu sur notre plateau. Pour les infos pratiques, le musée de l'air et de l'espace est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h. On passe au coup de cœur d'Enlargeur Paris, le média culture et nature du Grand Paris. Je suis en ligne avec Renaud Charles. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous nous partagez aujourd'hui? Bonjour Gabriel. Eh bien depuis le 10 janvier, le Pass Navigo, que voici, ne se contente plus de vous transporter, il offre des avantages dans plus de 300 lieux culturels en Ile-de-France. Désormais, sur simple présentation de votre pass, vous pouvez notamment bénéficier de réductions à la Basilique Saint-Denis, joyau gothique méconnu, mais qui ne reçoit que 130 000 visiteurs par an, quand le Sacré-Cœur en accueille à lui seul 10 millions. Pourtant, la basilique est un symbole de l'histoire de France et aujourd'hui, on peut y admirer 70 gisants et tombeaux monumentaux, parmi lesquels ceux de François Ier, Catherine de Médicis, Louis XVI et Marie-Antoinette. Dans un tout autre genre, vous pourrez aussi découvrir la Villa Savoie, imaginée par l'architecte Le Corbusier à l'orée des années 30 et qui fait toujours preuve d'une incroyable modernité. Et si vous cherchez d'autres idées pour profiter du Pass Navigo, rendez-vous sur enlargeurparis.fr où l'on vous en a listé pas moins de 12. Merci beaucoup Renaud pour tous ces bons plans culture. On n'a donc plus d'excuses pour ne pas en profiter. Allez, on va maintenant parler de musique. On prend la direction de la Philharmonie située à La Villette au nord-est de Paris. Bonjour Jade Bouchemi, vous êtes le directeur adjoint du musée de la musique qui se trouve dans la Philharmonie. Merci d'être là. Bonjour Gabriel. Le musée fête ses 25 ans cette année, alors dites-nous, qu'est-ce qu'il y a sur place ? Alors le musée réunit une collection importante d'instruments de musique. Plus d'1 millier sont exposés auprès des visiteurs, mais pas uniquement des instruments, également des œuvres d'art, de la sculpture, de la peinture. Donc il y a les collections permanentes, mais la Philharmonie abrite aussi des expositions temporaires. En ce moment, il y a Hip Hop 360. Ça raconte quoi ? Alors c'est 40 ans de l'histoire du hip-hop en France. Depuis son arrivée de New York avec le New York City Rap Tour en 1982 et l'émission HIP HOP en 1984, jusqu'à ses expressions les plus contemporaines. On y trouve toutes les disciplines du hip-hop, bien sûr le rap, mais aussi la danse, le beatbox, le DJing, le graffiti et enfin la mode. Et donc justement, des événements sont organisés autour de l'exposition, notamment le Battle of Legends du 28 janvier au 6 février. Quel est le concept ? Ce sera un concert de danse avec différentes teams qui vont s'affronter ? Oui, tout à fait. Ce sera des battles de danse, des précurseurs comme des plus jeunes danseurs, aussi bien de l'esthétique du break, qui rentre d'ailleurs au JO en 2024, que d'autres styles comme le old style. La Philharmonie de Paris met l'accent sur les enfants avec un nouvel espace qui leur est dédié, donc pour les 4 à 10 ans. Qu'est-ce qu'ils peuvent y faire ? Alors dans la droite lignée de la mission de la Philharmonie qui est de démocratiser l'accès à la culture musicale, la Philharmonie des enfants qui a ouvert il y a quelques mois propose aux enfants de manière libre et autonome de rencontrer la musique grâce à des modules interactifs qui leur font découvrir ce qu'est la musique, comment le son se construit et comment la mélodie également par exemple se construit. La spécialité de la Philharmonie reste les concerts et les spectacles de musique symphonique. J'ai eu l'occasion d'assister à un concert dans la salle Pierre Boulez et c'est vrai que l'acoustique est absolument incroyable. Quels sont les événements à venir ? Alors, parmi les événements qui viennent, dans les premiers, j'aurais envie de citer le grand concert de Kerry James et d'invités de son choix dans un format acoustique.
Donc ça, c'est le 4 février. Le 4 février, absolument. Également, toujours sur le hip-hop, plutôt côté danse, un spectacle de Mourad Merzouki, Box Box Brasil, qui réunira des danseurs brésiliens et le quatuor Debussy. Et enfin, pour sortir peut-être du hip-hop, dans le cadre de la saison franco-portugaise, des concerts de fado, par exemple avec la chanteuse Carminho, ou des concerts sur des instruments de la collection du Musée de la Musique, des guitares portugaises du Musée de la Musique. C'est bien noté et toute la programmation est disponible sur votre site. Absolument. Merci beaucoup Jade Bouchemi d'être venue sur notre plateau. La Philharmonie de Paris vous accueille tous les jours, sauf le lundi. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour plein de nouvelles idées sorties. D'ici là, passez un très bon week-end et prenez soin de vous.